Bienvenue à cette dernière table ronde de la journée qui est consacrée à la gestion des adventices avec une approche sur les innovations numériques, ce qu'elles peuvent apporter dans cette gestion des adventices. Nous allons parler de tout cela avec nos intervenants, avec en premier lieu Nicolas Autin qui est agriculteur à Boutigny-sur-Essonne, donc pas très loin d'ici, sur 435 hectares, si je ne dis pas de bêtises, avec bien sûr une dominante, bien sûr parce qu'on est au cultural, une dominante grande culture et culture industrielle. Autour de la table également, Aline Dupont, ingénieure agronome spécialisée dans l'agriculture de précision et numérique, œuvrant au sein de l'équipe Innovation, Recherche et Développement de la Chambre d'agriculture de la Somme. Est-ce que j'ai bien tout dit? Oui, c'est bon. Bienvenue, merci d'être avec nous. Et enfin, Benoît Desselan, ingénieur spécialiste des capteurs et de la télédétection chez Arvalis. Bienvenue également, vous nous venez du sud de la France. Hein. Oui, d'Avignon. Voilà, c'est ça, d'Avignon. Alors, lançons-nous dans le vif du sujet, si j'ose dire. La gestion des adventices, ça on connaît, c'est pas nouveau. Les agriculteurs travaillent dessus tous les jours. Le numérique, c'est pas vraiment nouveau non plus finalement. Il existe en agriculture depuis maintenant quelques années. Qu'est-ce qui a changé et qui apporte réellement un plus dans cette gestion des adventices? Je ne sais pas, peut-être Benoît Desselan pour commencer? Oui, alors effectivement, c'est une thématique ancienne, hein, même au niveau recherche, disons, ça fait une trentaine d'années qu'on essaye de développer des choses là-dessus, avec des points compliqués qui étaient les capteurs en premier lieu, avec des capteurs qui étaient chers. Et là, on a connu des vraies révolutions à ce niveau-là, par la miniaturisation de ces capteurs, voilà, et puis la diminution des coûts. Donc voilà, des capteurs plus petits, moins chers, mais très performants. Et ça a été vraiment rendu possible par d'autres marchés comme le développement des smartphones ou des voitures autonomes ou au moins avec une assistance. Donc voilà, il y a toute une gamme de nouveaux capteurs qui sont arrivés et qui peuvent maintenant être intégrés dans des matériels agricoles à des coûts raisonnables. Alors quand on parle de capteurs, on parle de quoi concrètement? On parle de caméra, Oui. ou on parle d'appareils photo, on parle de sonde, on parle de quoi? Alors là, dans le cas des adventices, c'est vraiment les caméras qui sont au cœur du dispositif et des caméras qui sont très résolues puisque les adventices vont être de petite taille, donc il faut des pixels très fins pour détecter des objets de quelques millimètres. Voilà. Donc on va globalement, les capteurs les plus utilisés, c'est finalement des capteurs qui vont reproduire la vision humaine. Ce sont des caméras couleurs assez standards et c'est finalement ce type de capteur qui s'impose pour ce type d'application et pas tellement d'autres types de capteurs. Il en existe une grande gamme mais qui sont finalement peu utiles pour les adventices. D'accord, merci. Aline Dupont, je me tourne vers vous parce que vous avez un regard particulier avec les drones, si je ne m'abuse. C'est pareil, les drones, on les a connus survoler les champs, mesurer la biomasse. Est-ce que l'évolution technologique est marquante aussi au niveau des drones? Oui, alors on utilise l'imagerie en agriculture depuis déjà une dizaine d'années. Donc au début, c'était surtout pour des applications de pilotage de la fertilisation azotée. Et finalement, l'évolution des capteurs a permis de faire de l'acquisition d'images à haute résolution, ce qui a permis aussi du coup d'ouvrir d'autres applications comme la gestion des adventices et notamment la détection des adventices. Alors, il y a d'une part les capteurs, donc l'évolution des capteurs, mais aussi l'évolution des drones, puisqu'aujourd'hui on a la possibilité d'avoir des drones qui volent à basse altitude et avec une bonne stabilité pour embarquer les capteurs. C'est ça, c'est-à-dire qu'on a changé les modes de vol des drones, qui étaient les grands drones qu'on lançait à la main, c'est ça? Oui. Et aujourd'hui, on a des petits drones qui décollent tout seuls, les petits hélicoptères là. Oui, c'est ça. Et ce sont des drones qui sont très stables et qui permettent d'embarquer ces capteurs à haute résolution. Il y a aussi l'évolution finalement de l'informatique et notamment des algorithmes du domaine de l'intelligence artificielle qui nous permettent aujourd'hui de traiter ces données. Comment on transforme les données d'un capteur, que ce soit
une photo où on en parlait tout à l'heure de la biomasse, finalement j'imagine que la logique est la même, pour les rendre utilisables ensuite pour des stratégies de traitement ou de désherbage mécanique. Benoît de Solan peut-être? Oui. Alors voilà, c'est l'autre grande révolution qui a permis une accélération depuis ces dernières années d'application d'analyse d'image pour le désherbage. C'est le développement d'algorithmes d'intelligence artificielle et plus particulièrement des algorithmes de deep learning qui se sont imposés depuis environ 5 ans comme la référence en analyse d'image pour la détection d'objets particuliers à l'intérieur d'une image. Alors très simplement, si vous pouvez expliquer ce que c'est que le deep learning. Donc finalement, ce sont des techniques d'apprentissage supervisées, c'est-à-dire qu'on va fournir à l'algorithme un grand nombre d'images dans lesquelles on lui aura préappris des objets d'intérêt, donc par exemple les adventices, ou au contraire la culture principale, la culture d'intérêt. Et petit à petit, l'algorithme va déterminer quels sont les caractères de l'image qui rendent spécifique la détection d'une adventice ou de la culture, voilà. Donc finalement, petit à petit, l'algorithme va sélectionner les caractères dans l'image qui sont spécifiques, comme le fait l'œil finalement, comme le fait l'œil humain. Et donc le rendre finalement capable de différencier un chardon d'une betterave comme exemple. Exactement. Ok. Quelle masse de données est nécessaire pour alimenter ces algorithmes-là, pour qu'ils arrivent à apprendre? Est-ce que on a déjà suffisamment de données aujourd'hui ou est-ce qu'il faut encore en acquérir? En fait, c'est quelque chose d'assez relatif. C'est-à-dire que si on a des systèmes très simples, on aura besoin d'assez peu de données. Si on veut couvrir une très large gamme d'applications, donc si par exemple on travaille en milieu contrôlé, en usine, et qu'on voit toujours les mêmes images et qu'on veut détecter un défaut, il faudra très peu d'images, peut-être 50 ou 100. Si par contre on veut pouvoir détecter des chardons dans des champs, dans toutes les conditions voilà, qui peuvent arriver, donc dans vraiment le domaine agricole et un milieu complexe de ce point de vue-là, là il faut des milliers, des millions d'images pour couvrir toute la diversité des situations possibles et avoir des cultures à des stades différents, puisque en plus ce sont des scènes où les objets vont évoluer au cours du temps. Donc oui, il faut vraiment des milliers, des millions d'images, et pas uniquement des images, mais des images dans lesquelles on aura désigné donc au logiciel ce qui est intéressant, ce qui est la culture, et ce qui ne l'est pas. Donc il y a quand même un traitement manuel derrière, j'allais dire, de ces images, quoi. Exactement. Ouais. Il y a toute une phase d'entraînement des algorithmes qui est manuelle. Donc il y a tout un tas de solutions d'entreprises qui se sont spécialisées là-dedans pour voilà, traiter des grands jeux de données et ce qu'on appelle constituer des jeux d'apprentissage. Voilà. C'est une des clés de toutes ces méthodes, c'est la constitution de vastes jeux d'apprentissage sur lesquels on va pouvoir entraîner des algorithmes et les évaluer. Et alors une petite question qui me vient comme ça, est-ce que les données acquises, elles ne sont acquises que sur des systèmes agricoles ou est-ce que d'autres capteurs divers ou variés, des Google, des choses comme ça, ont des bases de données qui peuvent être intégrées à votre champ ou est-ce que c'est impossible ? Alors, en général, ces modèles sont pré-entraînés sur des bases de données très très diversifiées. Donc, par exemple, voilà, en fait, ce sont des réseaux au départ très généralistes qui sont entraînés sur des bases d'images qui contiennent toutes sortes d'images, donc des voitures, des champs, tout ça. Et ensuite, il faut les spécialiser. Voilà, il faut les spécialiser. Ça, c'est le travail de chaque domaine d'application, donc de l'agriculture et puis de l'automobile si on circule en voiture. Donc là, oui, on s'appuie sur un pré-entraînement de ces modèles, mais il faut vraiment ensuite les spécialiser aux applications très, très particulières de chaque domaine. Aline Dupont, les drones, on a été habitué avec la gestion de la fertilisation à ce qu'ils nous fournissent des cartographies. Est-ce que la logique est la même pour la gestion des adventices ? Alors, pas tout à fait. Là, on utilise le drone, en effet, donc le capteur embarqué par drone. Ces données sont traitées à l'aide d'algorithmes issus de l'intelligence artificielle, donc pas comme la partie fertilisation azotée, et comme l'a très bien décrit Benoît de Solan. Et ces données, l'objectif, c'est d'en faire une carte de localisation des adventices avec leur géolocalisation, notamment, qu'on puisse importer dans un pulvérisateur. Ça peut être le pulvérisateur de la ferme, comme un pulvérisateur qui est adapté avec des capteurs embarqués directement sur la rampe. Et on parle d'une précision au centimètre, au millimètre, on parle de quoi ?
Alors généralement les drones qui embarquent les capteurs sont équipés de GPS au centimètre, mais les pulvérisateurs utilisés dans la ferme ne traitent pas au centimètre près, donc il peut y avoir un décalage, mais pour éviter ce biais lié à la géolocalisation, ce qu'on fait en général, c'est que quand on détecte les adventices, on attribue une zone de sécurité autour de l'adventice pour être sûr de traiter entièrement tous les chardons. On traite un peu plus large, qui peut le plus, peut le moins. Voilà, Quoi. exactement. Ok. Et donc, vous évoquiez des pulvérisateurs potentiellement spécialisés. Alors, comment on transfère ces cartographies générées à la fois par l'acquisition d'images et par l'intelligence artificielle à un pulvérisateur ou au tracteur qui pilote le pulvérisateur? Alors il y a deux vecteurs, on va dire, pour utiliser ce genre de carte. Il y a soit le vecteur drone, donc c'est une application en différé, c'est-à-dire qu'on a une première étape de détection d'adventices par le drone et ensuite on importe la carte dans le pulvérisateur de la ferme. Dans ce cas, le pulvérisateur de la ferme, il doit être équipé d'un boîtier qui gère la partie GPS et qui est débloqué pour la coupure de tronçon. Et qui permet également l'import de cartes, pour pouvoir gérer notamment l'ouverture et la fermeture des tronçons en fonction de la présence des adventices. Il existe également, l'avantage de cette technique, du coup, c'est de pouvoir valoriser finalement le matériel qui est directement sur l'exploitation, et donc c'est une technique un peu plus abordable pour les agriculteurs. Le deuxième vecteur, donc c'est les capteurs embarqués directement à la rampe. Dans ce cas-là, ça se fait en temps réel, c'est-à-dire que les capteurs font la détection et il y a une pulvérisation en temps réel. D'accord. Très bien. Est-ce que ces données et ces outils-là de gestion de la pulvérisation sont utilisables sur toutes les cultures, ou est-ce que là on s'adresse vraiment uniquement à la culture industrielle sarclée Alors la technique de la détection d'adventices et du désherbage ciblé est plus appropriée en effet pour des cultures sarclées et pour des adventices qui se développent par foyer. Notamment, elle est aussi intéressante lorsque le produit phytosanitaire utilisé est spécifique pour l'adventice et coûteux, puisque du coup ça permet de réduire et de faire des économies. Alors actuellement, si je veux donner quelques exemples, sur le marché, ce qui est disponible en détection par drone, ça va être de la détection de chardon dans les betteraves, la détection de datura sur maïs et légumes, et donc prochainement, ça sera chardon sur lin, chardon sur pommes de terre et chardon sur pois de conserve. Oui, par rapport aux cultures, finalement, il n'y a pas vraiment de limite, quoi. C'est ça que ça peut être adapté à toute culture, mais ça peut être plus ou moins complexe suivant la structure du peuplement. Donc en blé, avec une culture qui va être très très couvrante, on va avoir plus de mal à détecter une adventice là-dedans, mais malgré tout c'est pas impossible, mais ça demande un effort, disons, de modélisation plus important. Voilà. Donc c'est adaptable à toute culture, mais ça nécessite une phase d'adaptation très spécifique à chaque culture et qui a un coût. Donc voilà, ce qui va sortir en premier lieu, c'est les applications principales sur les cultures principales. Nicolas Autain, je me tourne vers vous parce que vous testez sur votre exploitation deux solutions sur betterave, hein, c'est ça? C'est ça. Principalement. Est-ce que vous pouvez nous en parler, par exemple du robot ARA en premier? Alors effectivement, le robot ARA, il fait partie des solutions avec caméra embarquée qui crée en fait une carte en direct de la parcelle. Donc une carte en 3 dimensions pour justement... ce robot a la particularité, en fait, c'est un robot qui mesure 6 mètres de large. On classe ça dans les robots, mais en fait c'est un pulvérisateur qui est attelé derrière le tracteur, donc il faut quand même un tracteur. Et donc du coup, il va y avoir à peu près 180 buses. Donc on a une buse tous les 6 cm. Et chaque buse est capable de traiter 6 cm par 6. Donc très proche de la culture, et l'ensemble est capitonné, ce qui permet de s'affranchir aussi des conditions météo, c'est-à-dire de la luminosité, une partie du vent. Donc on est dans un espace confiné noir, voilà, ce qui permet d'une meilleure reconnaissance des adventices. Et donc le but, voilà, c'est ça, ça va être soit de venir, si on peut prendre l'exemple de la betterave, soit de venir traiter uniquement la betterave dans le cas d'un insecticide, par exemple. Donc quand on est sur le stade précoce de la betterave, on va aller à des économies d'insecticides jusqu'à 80%.
voilà, la seule difficulté avec ce genre de robot, c'est que quand on part traiter au champ, on ne sait jamais quelle quantité en fait, il faut mettre dans le pulvé. Voilà, c'est un des points, un des petits points pour moi qui sont aujourd'hui négatifs, hein, parce qu'on est sur du direct, alors que quand on fait des cartographies en amont, qu'on injecte dans le pulvérisateur, là, du coup, on repasse par un logiciel tiers, du coup, qui lui va nous calculer la surface exacte dont on a besoin de traiter. Donc voilà, après, on l'a utilisé aussi en herbicide. Donc là, voilà, c'est pareil, hein, on va, suivant le taux de salissement, on va aller de 5% d'économie à 90% d'économie de produits phyto, quoi. 90%, ça commence à peser sur le portefeuille. C'est ça, ouais. Mais en betterave, malheureusement, en betterave, vous avez un coin de la parcelle qui est très très sale, l'autre coin qui est... Et c'est là tout l'avantage de ce genre d'outil, c'est qu'on va vraiment pouvoir... Là, les économies vont vraiment... c'est très palpable et très... Enfin, ça chiffre très très vite, quoi. Alors, économie, ok. Pourquoi la betterave et pourquoi pas d'autres cultures? Je crois que vous faites d'autres cultures avec des interrants assez marqués. Vous faites du lavandin, si je ne dis pas de bêtises. On va alors voilà, c'est ça. C'est des outils qui sont développés en premier lieu sur des cultures avec des potentiels de grande surface, parce que les algorithmes à développer coûtent très très cher. Hein, d'après ce que j'ai cru comprendre, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros par culture en fait. Donc, ils commencent par les cultures, voilà. Eux, ce qu'ils veulent derrière, c'est rentabiliser forcément leur outil. Et après, ils vont s'attaquer justement à des cultures de faible surface, hein, type lavandin. Ça existe aussi il y a des algorithmes, on va le tester là bientôt sur maïs. Hein, ça existe sur maïs, sur oignon. Donc on parlait du robot ARA, potentiellement qui va se développer sur d'autres cultures au fil du temps. C'est ça. Vous utilisez aussi, vous avez testé le Farm Droid. Le Farm Droid, Monsieur Autin, parlez-nous un peu de cette drôle de bestiole. Alors le Farm Droid qui lui donc, est un robot autonome, hein, panneau solaire, donc pas besoin il est posé dans la parcelle du semis jusqu'à la fin des désherbages, donc on va dire à peu près recouvrement de la betterave. Donc lui, sa technologie, elle est basée sur le positionnement GPS. Donc voilà, on est sur du positionnement centimétrique. Donc le robot, c'est le même robot qui va semer et désherber. Donc connaissant la position de chaque graine, il va être capable de venir, donc déjà de biner entre les rangs. Ça, n'importe quel matériel sait le faire, mais lui, il a la particularité de pouvoir venir biner entre les graines, grâce à un petit bras articulé en fait et un petit soc bineur. Et donc c'est du binage à l'aveugle, hein, voilà. Donc il sait où est positionné chaque graine. Donc là, on n'est pas sur la sélection de l'adventice, mais on passe autour de la culture, quoi. C'est du binage systématique, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on le démarre à biner, il lui faut à peu près 5 jours pour faire 20 hectares. Une fois qu'il a fini ses 20 hectares, il recommence à zéro. Quand on parle robot, on a tout de suite en tête un coût élevé potentiel sur ce Farm Droid. Qu'en est-il? Est-ce que pour vous, c'est un outil aujourd'hui, hein, on sait que la technologie évoluant, demain, ça coûtera peut-être moins cher, mais est-ce qu'aujourd'hui, vous estimez que c'est un outil qui peut être rentable? Je vois l'ITB qui regarde derrière, ils sont attentifs à ce que vous allez dire. Alors oui, mais pas chez tout le monde en fait. En fait, il va falloir différencier les betteraves produites en conventionnel avec un prix comme on peut les connaître aujourd'hui et des betteraves produites en bio où forcément la valeur ajoutée est pas la même et donc la rentabilité, le potentiel investissement que l'agriculteur peut mettre dans le désherbage, il est forcément pas le même. Hein. Si on parle d'un robot autour de, je pense qu'aujourd'hui on peut avoisiner les 115 000 euros, 120 000 euros je pense. Voilà, si vous amortissez ça sur une durée convenable de 7 ans, en conventionnel, c'est pas rentable. D'autant plus qu'il peut traiter, entre guillemets, que 20 hectares. C'est déjà beaucoup. C'est le grand maximum. Oui. Mais du coup, on ne peut pas le déployer sur toute la surface de l'exploitation. C'est ça, oui. Alors, je crois que vous lui reprochez aussi autre chose, c'est de ne pas pouvoir importer des données cartographiques existantes. Ah oui, c'est ça, en fait, on est obligé de faire le contour. Voilà, c'est un des défauts sur lequel ils sont en train de travailler parce que c'est un peu, tout le monde fait remonter ça. En fait, il faut lui faire le tour de la parcelle manuellement pour lui enregistrer les contours.
Donc bon, en agriculture biologique, ça ne va pas poser de problème parce qu'il n'y a pas d'intervention avec le pulvé à faire, mais en conventionnel, si vous avez un insecticide à positionner, si vous n'avez pas fait correctement si vous n'avez pas rentré correctement le contour, vos lignes de guidage de pulvé, elles ne correspondent pas forcément aux lignes du robot. Et puis bon, c'est un peu redondant parce qu'on a déjà rentré le contour pour faire sa déclaration PAC, on l'a rentré pour ses lignes de guidage pour le tracteur, il faut les re-rentrer pour le Farm Droid, il faut les re-rentrer pour d'autres outils. À un moment donné, ça devient un peu chronophage, on a l'impression de faire que ça, quoi. C'est une richesse ou c'est une difficulté, cette variété de données qui arrivent, des robots, des satellites, des drones, une richesse ou une difficulté, Benoît de Solan? Eh bien, les deux, évidemment. C'est une richesse parce que c'est ça, on peut aller taper dans certaines conditions particulières pour développer des modèles un peu spécifiques, mais c'est une difficulté. Bon, d'abord parce que c'est des gros volumes, donc il faut avoir des infrastructures pour gérer ces volumes de données. Et puis également, c'est ça, pour en tirer une information intéressante, ben souvent il y a quand même au départ un investissement pour développer des modèles spécifiques. Donc voilà, il faut bien cibler les applications prioritaires, avoir une infrastructure aussi de gestion de données qui soit adaptée à la gestion de ces grands volumes. Et moyennant quoi, on peut ensuite tirer une valorisation importante. Parce qu'une fois qu'on a ces données-là, on peut reconnaître des adventices dans la culture, mais on peut aussi estimer d'autres caractères, repérer si, je ne sais pas, il y a des maladies qui se développent un peu à certains endroits, ou si il y a des différences dans le développement des cultures. Donc c'est vraiment la porte d'entrée à un vaste éventail de valorisation. Valorisation, il y a aussi la question du coût. On évoquait le développement d'un algorithme pour une culture donnée. Comment on assume ça à l'échelle d'une exploitation ou est-ce qu'il ne faut pas finalement trouver d'autres options pour assumer des valorisations d'algorithmes? Oui. Alors oui, moi c'est vrai que j'ai un souvenir d'une autre culturale il y a, je pense, 5 ou 6 ans. Et donc on commençait à développer des applications de reconnaissance. Là c'était pour du comptage de plantes de maïs, qui étaient des cas un peu simples par drone. Donc ça marchait assez bien. Il y a 5-6 ans on arrivait déjà à le faire pas trop mal. Et il nous disait, bon mais c'est super, mais du coup toutes ces données, donc on lui avait expliqué à cet agriculteur qu'il fallait entraîner le modèle et que ça prenait du temps. Donc il nous a dit, bon bah super, maintenant que c'est fait, vous allez le mettre à disposition. Et c'était juste parce que voilà un gros frein au développement de ces technologies, puisqu'on a maintenant les briques techniques avec les capteurs, les algorithmes de base qui sont mis à disposition gratuitement par notamment Google et Facebook. Et ben, ce qui manque, c'est les données spécifiques à un cas d'application spécifique. Et donc, nous, on croit beaucoup à au moins une part de mutualisation sur ces jeux de données. Donc, c'est des choses qu'on a fait, nous, pour des thématiques un peu globales, type comptage d'épis de blé, par exemple, ou segmentation de plantes pour estimer des fractions de couverture ou de la biomasse. Donc, ça, c'est des choses que nous, on réalise à une échelle internationale avec un ensemble d'acteurs institutionnels. Mais on pense aussi qu'il peut y avoir des initiatives locales sur des cultures particulières qui nécessitent des développements particuliers. Parce que s'il faut payer pour la carotte, le lavandin, le poireau, l'asperge et tout, ça devient très très cher si chacun doit développer de son côté un modèle. Alors que pour les grandes cultures, sur la betterave, le maïs et tout ça, les développeurs de solutions technologiques sur le marché savent qu'ils vont le rentabiliser. Voilà. Mais sur les cultures un peu plus spécifiques, il faut peut-être un mélange entre une partie qui est constituée par les acteurs du domaine et puis une autre par les intégrateurs de ces modèles. Aline Dupont, sur cette question des coûts, qui vient aussi, on parle d'acquisition des modèles, mais il y a aussi potentiellement les prestations qui viennent se greffer dessus. Quel est le regard de la Chambre d'agriculture de la Somme et des chambres d'agriculture sur ces questions ? Alors, sur la question du coût, il est certain que ça dépend après des technologies qu'on choisit. Si on choisit une technologie qui est tout intégrée sur la rampe du pulvérisateur, l'investissement est assez important pour l'agriculteur. Dans ce cas-là, il faut plutôt envisager des investissements collectifs, donc en CUMA, en ETA, etc.
Plutôt pour la technologie drone, la prestation elle est entre 15 et 17 euros. Donc selon le produit qui est utilisé, l'adventice qui est ciblé et le coût du produit, en effet ça peut être rentable. Notamment dans le cas spécifique du chardon sur la betterave, pour des taux d'infestation entre 4 et 38% sur les parcelles, on arrive du coup à une économie de produits, enfin une économie, donc en comptant le prix de la prestation, de 7 à 21 euros l'hectare. Après, je voulais rebondir aussi sur la partie difficulté d'utilisation des données. Aujourd'hui, ce qu'on remarque aussi sur l'utilisation des données sur les pulvérisateurs de la ferme, c'est qu'on est loin de l'interopérabilité entre les marques. Notamment, aujourd'hui, il faut des formats de données particuliers pour utiliser les cartes de désherbage ciblées dans les pulvérisateurs, et tous les pulvérisateurs ne sont pas adaptés pour cette utilisation. Donc c'est quand même un verrou. Et on attend des constructeurs en fait, qui travaillent sur le sujet à adapter en fait, les nouvelles versions logicielles pour utiliser ces cartes de désherbage. Alors, je crois qu'avant, vous me parliez de 50%, là, quand on a préparé la table ronde, 50% des pulvérisateurs qui sont adaptés parfaitement. Alors 50% parmi, on va dire, les pulvérisateurs qui ont aujourd'hui les capacités de le faire, donc qui sont équipés du boîtier qui gère le GPS, la coupure de tronçon et l'import de cartes. Il y a en effet 50% des pulvérisateurs qui sont capables d'interpréter ce genre de carte de désherbage. Tout simplement parce que la carte de désherbage, elle est différente d'une carte de modulation classique. Un pulvérisateur, enfin la plupart des pulvérisateurs sont compatibles pour les cartes de modulation, où là on applique sur toute la rampe entière, et on va changer la dose en fonction de l'avancement dans la parcelle. Alors qu'une carte de désherbage, on va avoir un fonctionnement différent du pulvérisateur, on va avoir la même dose et on va lui demander d'actionner l'ouverture et la fermeture des tronçons en fonction de l'avancement de la parcelle. Donc là, c'est de l'électronique qui est complètement différent et l'interprétation de la carte est différente selon les marques, et donc toutes les marques ne sont pas compatibles. Connaître parfaitement la différence entre 4G et 5G pour arriver à se servir de ces outils-là, Nicolas. Alors moi, je trouve que moi, ça fait 15 ans à peu près, je trouve que ça s'est quand même pas mal amélioré. Les constructeurs travaillent énormément sur l'ergonomie et la facilité d'utilisation. Après, oui, il y a des bases quand même. Quand on parle d'échange de données, de format de cartes, c'est une petite gymnastique quand même à avoir, quoi. D'accord. Et alors, est-ce que vous passez beaucoup de temps à la maintenance de ces outils numériques, mise à jour de logiciels? On sait, on a tous un smartphone dans les mains ou dans la poche. On sait qu'une appli, il faut la mettre à jour régulièrement. Comment ça se passe? Vous y passez du temps? Ça se fait dans le tracteur, à la maison, la nuit? Oui, c'est ça en fait. C'est une gestion du temps qui est différente. C'est des outils qui vont permettre de gagner du temps, mais finalement, on va le perdre. On va le perdre dans la surveillance, dans les mises à jour, dans le réglage de tout ça. Là, faire des cartes créer des cartes d'application de pulvérisation, ça prend du temps au bureau. C'est une répartition du temps qui est différente. Et alors sur les deux outils que vous testez, le RoboAra et le FarmDroid, les mises à jour se font comment? Elles sont par le réseau, par le réseau internet, en 4G ou en 5G, mais oui, ça se fait automatiquement. Il y en a qui se font automatiquement, c'est ça? C'est ça. Ouais. Alors je ne pense pas qu'il faille être un geek pour utiliser ce genre de technologie, mais plutôt bien connaître le matériel qu'on utilise. Et pour ça, en effet, il faut un temps d'adaptation, comme vous l'avez bien dit, et aussi un accompagnement. Donc nous, à la Chambre d'agriculture, on accompagne les agriculteurs à utiliser le pulvérisateur pour faire du désherbage ciblé. Après, on en est aux prémices de ces technologies. Ça fait à peine 2 ans que ces services sont passés de l'état de recherche à l'état de prestation. Donc il y a besoin aussi de démocratiser ces techniques pour... Et est-ce qu'on est très loin des technologies actuellement utilisées, par exemple pour la fertilisation, dans l'usage, j'entends? Oui, concrètement, ça fait à peine 2 ans que c'est mis en place, et donc c'est une poignée d'agriculteurs aujourd'hui qui utilisent ce genre de technologie par rapport à le pilotage de la fertilisation azotée, qui est aussi démocratisé quand même. Je pensais plutôt la différence dans l'usage, c'est-à-dire est-ce que un agriculteur qui aujourd'hui pratique la modulation parfaitement sur son épandeur
quel temps d'adaptation il lui faut pour maîtriser un pulvé équipé comme ça? À partir du moment où on a le bon format de données et la bonne procédure pour intégrer la carte et l'utiliser sur son pulvérisateur, en fait, il suffit de connaître son matériel pour l'utiliser. Mais toutes ces informations, on ne les a pas forcément aujourd'hui par les constructeurs. Dans le tracteur, en fait, Voilà. C'est ça que ça se joue. D'accord. Donc un petit peu de formation est nécessaire quand même. Il faut dire qu'il y a une évolution aussi, on l'a vu petit à petit chez les concessionnaires de matériel agricole, sur la typologie des techniciens en fait. On a aujourd'hui dans toutes les concessions un technicien qui est consacré à l'agriculture de précision et quand on vous vend le matériel, dans la plupart des cas, ils savent en général le faire fonctionner. Ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans. Quand on parle de données, même si on n'est pas forcément dans des données financières ultra secrètes, on pense tout de suite à la sécurisation de ces données. On sait que c'est un enjeu international de géopolitique quasiment, la sécurisation des données. Ça doit valoir aussi, j'imagine, pour l'agriculture. Je ne sais pas, Benoît de Solan, sur cette question-là, si vous avez un regard. J'imagine, est-ce que demain... un État totalitaire pourrait dérégler tous les pulvérisateurs et leur faire croire qu'un chardon est une betterave et inversement? Oui, alors il y a peut-être plusieurs niveaux sur la sécurisation des données ou la protection des données. Ce qu'il faut dire d'abord, c'est que ce n'est pas vraiment des données personnelles parce qu'elles concernent les champs. Et puis, bon, il y a des satellites qui passent tous les jours et qui observent déjà ce qui se passe dans les cultures. Mais c'est vrai que l'agriculture, c'est un domaine stratégique. Et d'ailleurs, les premiers satellites qui ont été envoyés, c'était pour suivre l'état des cultures, donc c'était des satellites américains qui étaient envoyés pour suivre ce qui se passait au niveau en ex-URSS, pour voir s'ils allaient souffrir de famine ou si tout allait bien. Donc oui, c'est stratégique. En même temps, ce n'est pas des données personnelles, mais il peut y avoir des problèmes de sécurité dans le transfert, dans le traitement de l'information. Et ça, je pense qu'il faut faire confiance quand même aux constructeurs pour respecter des normes, comme dans un véhicule, comme dans une voiture, pour que le système soit relativement étanche. Ça, c'est déjà pris en compte par les constructeurs, ils sont déjà dedans. En fait, on voit, là, on se laisse parfois emporter par l'envie d'innover. Oui, donc ce qu'on voit, c'est que typiquement des gros acteurs comme Bosch qui se lancent dans le domaine, c'est déjà des acteurs qui ont ces problématiques bien intégrées, puisqu'ils travaillent ça dans l'automobile ou dans des secteurs très très stratégiques et avec de la sécurisation très très importante, des niveaux de sécurisation très très importantes. Après, l'autre point, c'est le partage des données. Est-ce qu'on souhaite que toutes les données soient récupérées par les fournisseurs de matériel? Donc ça, c'est aux agriculteurs de décider. Les agriculteurs d'un champ en particulier, en général, n'ont pas une valeur énorme. C'est en général la masse de données qui fait sens et qui donne de la valeur à l'ensemble. Et on sait que les constructeurs, eux, sont intéressés pour récupérer toutes ces données, pour faire des analyses globales, à des échelles globales. Et ça, c'est des discussions que les agriculteurs doivent avoir avec leurs concessionnaires ou leurs fournisseurs pour voir ce qu'eux souhaitent partager et quels bénéfices ils peuvent en tirer. Non, mais c'est sûr que c'est ce que disait Benoît, toute cette compilation de données, ça a une valeur. Alors nous, c'est ce qui va nous permettre de travailler, mais oui, derrière, ça a forcément une valeur marchande pas pour nous, parce que mais en tout cas pour ceux qui récupèrent les données. Et la discussion est simple et facile avec vos concessionnaires ou c'est... Aujourd'hui, il n'y a pas franchement de discussion là-dessus. Faut être honnête. Un sujet en question quand même alors. D'accord. C'est tout nouveau pour nous, tout ça. On n'est pas assez sensibilisés, je pense, aussi sur toutes ces questions-là, nous, en tant qu'agriculteurs. Oui, c'est sûr que je pense que c'est des questions qui vont monter en puissance au fur et à mesure où ces systèmes vont se diffuser. Après, c'est sûr que dans ces applications smartphones, souvent, on accepte de partager ces données, finalement, parce qu'on en attend un meilleur service à la fin. Et ça peut être une justification suffisante à ce partage, mais il faut que ce soit bien compris et puis clairement expliqué par les développeurs.
Je crois qu'on a une question du public, ou des questions du public, Anthony. Oui. 2 questions. La première, est-ce que la démocratisation du RTK est de nature à faire qu'il y a des perspectives intéressantes en matière de déploiement du genre de service que vous venez d'évoquer? Ça, c'est la première question. Et puis une deuxième qui est encore plus technique. À quand la possibilité d'aller faire du shoot ciblé sur des raies gras dans les céréales? Alors, commençons par le RTK. Aline Dupont. Oui. Aujourd'hui, en fait, la technologie RTK est déjà utilisée pour la détection des adventices au champ, que ce soit par drone ou par pulvérisateur, capteur embarqué sur la rampe. En fait, le problème qui se pose, c'est dans le cas d'une application différée, c'est-à-dire une détection d'adventices par drone et ensuite une application sur le pulvérisateur, c'est que derrière le pulvérisateur, il n'est pas forcément équipé pour faire du RTK. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qu'on fait, c'est qu'on applique une zone de sécurité pour s'assurer de bien tout pulvériser. Et par contre, du coup, c'est un désavantage par rapport au capteur à la rampe, puisque on traite un petit peu plus que ce qu'on peut. On augmente un peu l'économie qu'on pourrait faire, notamment avec des capteurs embarqués sur la rampe. On a un regard sur le déploiement du RTK en France. Alors aujourd'hui, ça devient des technologies plus accessibles. Notamment, on a des systèmes d'autoguidage qui ont vu le jour là, depuis 1 ou 2 ans, qui sont des autoguidages low cost, des Chinois, Français, etc., qui sont basés sur des technologies parfois open source, comme AG OpenGPS, et qui permettent l'utilisation de RTK. Alors l'open source, juste une petite précision, l'open source, si vous pouvez définir ce que c'est. C'est quand on partage le code et donc tout le monde puisse accéder en fait à ces technologies. Et du coup, ces technologies sont quand même plus accessibles aujourd'hui pour les agriculteurs. Et notamment, il existe même aujourd'hui des réseaux qui sont libres et donc gratuits en RTK qu'on peut utiliser finalement plus facilement qui se démocratise un peu plus aujourd'hui dans la plaine. Donc en résumé, très résumé, oui, le développement du RTK va favoriser ce désherbage ciblé. Le raiegras dans le blé. Ce serait beau. Ça serait beau. Alors Benoît de Solan, vous avez laissé entendre que pourquoi pas finalement? Alors en fait, ces algorithmes globalement, dans leur version la plus simple, ils vont permettre de reproduire ce que voit l'œil. Si on utilise des capteurs type caméra. Donc si on arrive à bien distinguer du raiegras dans du blé visuellement, on pourra entraîner des modèles qui arriveront à le faire. Voilà. Si on n'arrive pas à le faire parce que les stades de développement ne le permettent pas, dans ce cas-là, il faut apporter d'autres informations complémentaires qui vont permettre de distinguer les deux. Par exemple, d'autres longueurs d'onde qui vont être un peu spécifiques, donc des choses que ne voit pas l'œil, mais qui pourront permettre de mieux distinguer l'une et l'autre des espèces. Voilà. Donc en théorie, ce n'est pas impossible, mais plus les espèces sont proches et plus il faut spécialiser les capteurs et les méthodes pour arriver à distinguer ces deux espèces, quoi. Voilà. Rendez-vous dans combien d'années alors? Oui. Quelques années après, ce qu'on voit aussi, c'est que dans ces domaines-là, les évolutions technologiques sont hyper rapides, et notamment dans la partie deep learning. Donc là, c'est des évolutions. Donc ça peut être bien plus rapide que ce qu'on imagine, parce que notamment toutes les technologies d'apprentissage de reconnaissance, c'est des domaines où il y a des améliorations quotidiennes, avec tout ce qui est auto-apprentissage aussi, où finalement l'algorithme essaie de voir ce qui est commun, ce qui est différent, et de faire des catégories lui-même. Donc voilà, il y a toute cette partie auto-apprentissage qui, dans les conférences sur le deep learning, aujourd'hui, sont le gros point pour s'affranchir de toute la partie manuelle, quoi. Aline Dupont, sur cette question du raiegras dans le blé, sans parler de shoot ciblé, le zonage peut s'imaginer par des cartographies par drone, j'imagine. Non, parce qu'on n'a pas une assez bonne résolution à l'heure actuelle pour détecter des adventices aussi fins. Il faudrait des capteurs en proxy détection, donc des capteurs embarqués sur la rampe pour pouvoir le faire. À l'heure actuelle, ça ne serait pas possible par drone. Peut-être qu'avec l'évolution des capteurs et des technologies, ça le sera dans les années futures. Je vous remercie tous les trois de nous avoir éclairés de vos lumières. Je remercie le public de sa présence malgré la chaleur et le soleil.